Bonjour et bienvenue dans ce podcast historique, histoire qui m'a été demandée, donc on va parler des révolutions anglaises, donc de la révolution, on va dire anglaise, avec plusieurs étapes, plusieurs dates importantes. Alors, comme tous les podcasts historiques, je vous donne mes sources en premier, puisque comme ça au moins vous pouvez aller voir. Alors, les sources, évidemment, je vais vous citer les ouvrages que j'ai lus et que j'ai compulsés, mais aussi j'ai écouté un podcast France Culture qui parlait de Cromwell à la glorieuse révolution de l'Angleterre. Il y a aussi des sources sur Universalis, évidemment, dans la section Les révolutions anglaises. Et puis, deux textes que je me souvenais avoir lus depuis quelques temps, qui étaient parus dans un, qui était paru, et d'ailleurs il faut que je le citerai, qui est de Mark Cartwright, qui avait été publié sur les guerres civiles anglaises en 2022, et aussi un cours qui avait été donné par un inspecteur général honoraire des Archives de France, donc Michel Duchin, qui avait parlé de la révolution anglaise de Charles Ier à Cromwell. Donc c'est des documents que je vais vous citer, que je vais lire intégralement. J'ai fait une petite synthèse un peu de tout, mais du coup, comme ça au moins ça va vous donner quand même pas mal de choses à écouter. Je vais d'abord vous citer les livres que j'ai lus et que je vais pouvoir vous recommander. Ensuite, je vous donnerai les dates, la chronologie, les repères chronologiques avant d'attaquer le gros des troupes. Voilà, parce que vous allez voir, il y en a à dire, et donc les deux hommes que nous allons citer, encore une fois, Mark Cartwright et donc Michel Duchin, franchement, je vous assure qu'ils résument parfaitement ce que sont les guerres civiles anglaises. Alors, inutile de vous dire que c'est une de mes parties préférées en histoire. Voilà, ça c'est fait, parce que vous allez comprendre avec le nom, enfin les livres que je vais vous citer. Alors, un des livres que je peux vous recommander, honnêtement, qui résume parfaitement ce qu'est la Révolution anglaise, c'est-à-dire on va dire 1603 à peu près 1660, même si ça va au-delà, on va dire, de ces dates-là. Mais en tous les cas, vous pouvez très bien aller voir déjà cette partie-là, lire cette partie-là qui est de Bernard Cotteret, qui est paru aux éditions Perrin dans leur collection Tempus, qui est paru en 2018. Attention, la bestiole fait 736 pages, écrit tout petit. Voilà, mais franchement ça vaut le coup largement de le lire, parce que c'est vraiment, voilà, il explique vraiment le roi et ses royaumes, les royaumes désunis, la grande rébellion qui a eu lieu entre 1642 et 49, et bien sûr cet interrègne qui va avoir lieu. Donc franchement, c'est un livre qui est très facile à lire, et qui vous permettra de rentrer dans cette période anglaise de très bonne façon, qui est vraiment un ouvrage vraiment de base, sur cette question de pouvoir d'État, de contestation qu'il y a eu, et qui va avoir lieu d'ailleurs aussi en France, etc., y compris les espaces coloniaux, hein, on est bien d'accord. Ensuite, je peux vous citer donc le livre qui s'appelle Cromwell, toujours de Bernard Cotteret. Oui, c'est quand même un grand spécialiste, qui est paru chez Fayard en 1992. Oui, alors je les ai lus, hein, c'est bête, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, toujours de Bernard Cotteret, Histoire d'Angleterre du XVIe au XVIIIe siècle, chez Presse universitaire de France en 1998. Ensuite, je le citais tout à l'heure, Michel Duchin, qui a écrit Charles Ier, l'honneur et la fidélité, qui est paru chez Payot en 2000. Puis Charles Ier de Pauline Craig, qui est paru chez Fayard en 1981. Et l'histoire de la Révolution anglaise 1625-1660, sous la direction de François Guizot et de Laurent Theiss, c'est paru chez Robert Laffont en 1997. Vous avez aussi, bien évidemment, la réédition chez Flammarion, mais moi je l'avais lu chez une autre édition, mais bref, de Cromwell de Victor Hugo, qui est reparu donc chez Flammarion en 1999. Vous avez aussi L'Angleterre des révolutions par Roland Marx. Oui, on est bien d'accord. Chez Armand Collin en 1900.
71, j'étais tout juste née, mais je l'ai lu. Enfin, pas à l'époque, on est bien d'accord. Voilà, mais après, toujours Michel Duchin, qui là publie 4 à la suite, et vous allez voir, c'est du pointu. Marie Stuart et la bâtarde et le bâtard d'Écosse, pardon, qui est passé chez Privat en 2002. Il a aussi publié en 1998 l'histoire de l'Écosse, qui a une importance là-dedans. Puis Jacques Ier Stuart, c'est une réédition chez Fayard de 2003. Et enfin le Duc de Buckingham, si ça vous intéresse, 2001 chez Fayard aussi. Voilà, donc ça c'est des bouquins que on peut consulter. Si vraiment vous voulez vous attaquer à cette révolution, commencez par Cotterêts, la révolution anglaise, celle que je vous ai mis chez Tempus, et puis ensuite vous pourrez vous attaquer aux autres sans aucun problème. Alors les révolutions anglaises ont plusieurs dates, mais il y a des dates qui sont assez importantes quand on a la chronologie. Alors on va reparler bien sûr des causes du conflit, hein, bien sûr, mais voici les dates qu'il faut retenir. 1629, Charles Ier, roi depuis 1625, dissout son 3e parlement et inaugure une période de gouvernement personnel. Signature de la paix avec la France et l'année suivante avec l'Espagne. 1637, tentative d'introduction du Common Prayer Book anglican à Édimbourg. Les troubles religieux évoquent et évoluent plusieurs mois plus tard en rébellion politique et militaire en Écosse. 1640, convocation puis dissolution du Short Parliament qui refuse de voter les crédits de guerre. C'est la défaite de l'armée royale en Écosse. Le Long Parliament, donc qui va s'étendre entre 1640 et 1653, convoqué en novembre, tente de mettre la monarchie sous contrôle. 1642, coup d'État manqué de Charles Ier contre ses principaux opposants au Parlement. Le roi quitte Londres pour Oxford et début de la première guerre civile, 1642-1646, entre le roi et le Parlement. 1645, création par le camp parlementaire de la New Model Army, qui est confié à Oliver Cromwell. Victoire du Parlement, donc à la bataille de Naseby. 1648, accord de Charles Ier et des Écossais, victoire de Cromwell contre les Écossais et fin de la Seconde Guerre civile qui s'est étendue de 47 à 48. Enfin, 1647-1648. Les radicaux qui contrôlaient la New Model Army épurent le Parlement de ses éléments favorables au compromis avec la monarchie. 1649, exécution de Charles Ier le 30 janvier, dissolution dans la foulée de la monarchie le 7 février et fondation en mai du Commonwealth ou République, élimination de tous les niveleurs, les levelers, comme on appelait à l'époque. 1658, mort d'Oliver Cromwell, Lord protecteur de l'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande depuis le décembre 1653. 1660, le général Monk, à la tête de l'armée d'Écosse, marche sur Londres et rend possible la restauration monarchique. Charles II devint roi d'Angleterre. 1673, le Test Act, exclusion des catholiques de tout emploi public. 1679, Charles II, excédé par l'exécution des pères catholiques de la Chambre des Lords sur, bien sûr, décision du Parlement, dissout ce dernier. Le nouveau Parlement, dominé par les Whigs, donc vote le Bill Habeas Corpus et le Bill Exclusion. Charles II refuse le second. 1685, mort de Charles II, avènement de son frère catholique Jacques II, sévère répression des 2 tentatives de soulèvement de l'Écosse et des Cornouailles. 1688, naissance et baptême catholique d'un mâle héritier. La glorieuse révolution, donc l'armée, le parlement et l'église anglicane, suscite l'intervention de Guillaume d'Orange, gendre protestant de Jacques II, qui fuit en France. 1689, déclaration des droits, Bill of Rights, Guillaume d'Orange et Marie proclamés conjointement reine et roi d'Angleterre, l'acte de tolérance qui autorise le culte public des protestants dissidents, mais non des catholiques. 1701, acte d'établissement, l'exclusion du trône de tout prétendant catholique. Ça, c'est les principales dates qu'il faut vraiment comprendre. Et on va rentrer dans les guerres civiles anglaises, et vous allez voir, c'est un bonheur non dissimulé. Alors, vous affolez pas si Bibi s'emballe, hein, parce que ça, c'est ma partie. Alors c'est un article qui avait été écrit, qui a été écrit en février 2022, donc par Mark
Cartwright, qui est donc titulaire, je le dis bien sûr, de son droit d'auteur, hein, puisque c'est lui qui a fait ça. Alors il est, on va dire, écrivain, bien sûr, il a écrit Les guerres civiles anglaises, il a été traduit par sa femme, donc Babette et Etienne Cartwright. Il fait partie de la World History Encyclopedia à plusieurs étapes, etc. Donc franchement, voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaît très largement, on va dire, et qu'il ne faut pas oublier de citer, et ceci étant fait. D'ailleurs, je pense que je vous mettrai le lien sur le document. Alors, les guerres civiles anglaises, 1642-1651, furent le théâtre d'un conflit acharné entre les loyalistes, donc les cavaliers, et les parlementaires, les têtes rondes. Oui. Les royalistes soutenaient d'abord le roi Charles Ier d'Angleterre, donc qui a régné de 1625 à 1649, puis son fils Charles II, tandis que les parlementaires, les vainqueurs au final, voulaient diminuer les pouvoirs constitutionnels de la monarchie et échapper à ce qu'ils considéraient comme un complot d'inspiration catholique visant à inverser la réforme anglaise. Le Parlement, dirigé par des personnalités telles que Oliver Cromwell, donc qui était né en 1599 et qui est mort en 1658, disposait de ressources supérieures et d'une force de combat plus professionnelle, la New Model Army, qui veilla à ce que les royalistes perdent les 3 guerres civiles menées en Angleterre, en Irlande et en Écosse, d'où le nom alternatif d'ailleurs des guerres des 3 royaumes. Jugé pour trahison et reconnu coupable, le roi Charles fut exécuté, la monarchie abolie et l'Angleterre fut proclamée république avec Cromwell à sa tête en tant que Lord Protecteur. Les causes des guerres civiles anglaises sont nombreuses et variées et changent au fur et à mesure que la guerre progresse. En effet, la complexité du conflit était telle qu'il est souvent divisé en 3 phases très distinctes. La première guerre civile anglaise, 1642-1646, la seconde guerre civile anglaise, de février à août 1648, et la troisième guerre civile anglaise, ou la guerre anglo-écossaise, qui va de 1650 à 1651. La guerre n'était que la phase de combat d'une lutte qui remontait à la toute première année du règne de Charles Ier en 1625. L'absence de compromis du roi Charles et de sa croyance inébranlable en son droit divin de régner l'avait mis en conflit direct et persistant avec un parlement tout aussi déterminé qui voulait un rôle plus important dans le gouvernement. Le Parlement voulait également empêcher ce qu'il considérait comme un retour progressif aux pratiques catholiques dans l'Église anglicane, sous l'impulsion d'Arminiens tels que William Laud, qui 1573 à 1645, l'archevêque de Canterbury. De nombreux députés étaient puritains et parmi eux, les indépendants ou congrégationnistes dominaient. Ils voulaient moins de pouvoir entre les mains des évêques, plus d'inclusion dans l'Église et une plus grande liberté pour les congrégations indépendantes qui se réunissaient selon la conscience de chacun et de chaque croyant et leur propre interprétation de la Bible. L'abolition de la monarchie n'était pas l'objectif de la majorité des députés, mais plutôt la suppression de ce qui était considéré comme les mauvais conseillers du roi et une limitation de ses pouvoirs, notamment en termes de finances et de levée d'impôts, sans le consentement du Parlement, comme la ship money pour financer par exemple les navires de guerre. Ces griefs et d'autres sont présentés par le Parlement dans le Petition of Rights, la pétition des droits de 1628. Le roi, quant à lui, ne voyait pas l'utilité d'un Parlement et n'en invoqua aucun entre 1629 et 1640, période que l'on appelle aujourd'hui son règne personnel, qui commença après son rejet de la pétition des droits. Il faut dire que tous les députés n'étaient pas contre le roi, et la division au sein du Parlement encouragea en fait Charles à chercher une solution militaire. Les événements atteignirent un point critique en 1639 lorsqu'une armée écossaise envahit le nord de l'Angleterre, ce qui marque le début des guerres des évêques entre 1639 et 1640. Ces guerriers étaient connus sous le nom de des Covenanters, parce qu'ils avaient signé une alliance dans laquelle ils juraient de défendre l'église presbytérienne écossaise et son chef organisationnel, le Kirk.
Charles avait pris plusieurs mesures impopulaires pour modifier les pratiques religieuses en Écosse, notamment en imposant un nouveau Book of Common Prayer, le livre des prières communes, en 1637. Afin de lever une armée capable de défendre son royaume, Charles fut obligé de rappeler le Parlement. Les députés saisirent ainsi l'occasion pour faire valoir leurs arguments en vue de limiter les pouvoirs du roi. Cependant, Charles congédia ce qu'il a appelé le Parlement court après 3 semaines, entre avril et mai 1640. Les Écossais ne disparurent pas pour autant et le roi avait toujours besoin d'argent. Par conséquent, un autre parlement fut convoqué en novembre 1640 et celui-ci eut plus de succès à tel point qu'il est désormais connu sous le nom de Long Parliament. Une deuxième crise survint, une rébellion majeure en Irlande contre la domination anglo-protestante et le roi eut de nouveau besoin de fonds pour une autre armée. Lorsque les députés présentèrent à nouveau leurs doléances concernant le régime du roi, cette fois dans la grande remontrance de novembre 1641, Charles les rejeta une fois de plus. Le roi, semble-t-il, ne voulait pas faire de compromis. Il était encore sous le coup du procès de l'exécution par le Parlement de son plus proche conseiller, Thomas Wentworth, comte de Strafford, qui est 1593-1641, qui avait été donc exécuté en mai 1641. Strafford avait été accusé de se préparer à faire entrer une armée irlandaise en Angleterre pour aider le roi, ce qui ne fut jamais prouvé, mais qui est un symbole et un symptôme de l'atmosphère de méfiance entre le souverain et nombre de ses députés. Le roi coupa ensuite les derniers fils fragiles de la confiance entre deux parties lorsqu'en janvier 1642, il pénétra dans le sanctuaire du Parlement avec une troupe d'hommes armés, tentant d'arrêter les 5 députés qu'il considérait responsables de la remontrance. Les 5 hommes, dont John Pym, 1584-1643, un puritain qui était l'opposant le plus virulent du roi au Parlement, avait été averti à l'avance et ne s'était pas présenté pour éviter l'arrestation. Cependant, même à ce stade, tous les députés n'étaient pas contre le roi et la division du Parlement sur la manière de gérer la grille gouvernementale encouragea Charles à trouver une solution militaire à ce qu'il y avait été jusque-là qu'un conflit de mots. Les deux parties commencèrent à rassembler leurs ressources. En août 1642, Charles s'était établi à Nottingham, où une armée royale fut formée. Les royalistes contrôlaient le sud-ouest et le nord de l'Angleterre avec le port de Newcastle et le précieux charbon de la région. Le Parlement contrôlait Londres, la Royal Navy et le sud-est de l'Angleterre. Les deux camps sont connus sous le nom de cavaliers, royalistes, et tête ronde, les parlementaires. Ce dernier nom provient du fait que certains puritains portaient leurs cheveux très courts, mais cela n'était vrai qu'au début de la guerre. En réalité, de nombreux officiers des deux camps portaient de longues perruques et des vêtements extravagants. Les guerres civiles anglaises donnèrent lieu à plus de 600 batailles et sièges, bien que beaucoup d'entre eux ont été vraiment d'une très faible ampleur. Le premier engagement majeur eut lieu à la bataille de Edgehill en octobre 1642. L'artillerie, la cavalerie, les piquiers, les mousquetaires et les dragons se combinèrent dans un engagement sanglant qui fit 1500 victimes. Le prince Rupert, comte palatin du Rhin et duc de Bavière, 1619-1682, neveu du roi, mena la cavalerie royaliste avec l'aplomb, mais perdit ensuite son temps et ses efforts à piller le train de bagages de l'ennemi. Le Parlement fit un meilleur usage de ses forces de réserve et la bataille se termina, comme d'autres batailles à venir, par un match nul. Le roi aurait pu marcher sur Londres, mais il hésita à Banbury et Oxford, et ce qui donna au Parlement, bien sûr, le temps de se regrouper et de lever la force de la milice de la ville, les London Trained Bands. Lord Charles se retira alors à Oxford, qui devint la capitale royaliste. 10 autres batailles majeures suivirent au cours de la première moitié de l'année 1643, puis en juillet, le prince Rupert fut à nouveau mis en avant lors de la prise de Bristol, un port et une armurerie clés. La première bataille de Newbury, en septembre 1643, fit s'affronter 15 000 hommes de chaque côté dans la plus longue bataille de la guerre, mais elle se termina à nouveau par un match nul. Entre-temps, d'autres importants sièges eurent lieu à Gloucester entre août et septembre 1643,
à Hull en septembre 1643 ou encore à York entre avril et juillet 1644. Les parlementaires avaient reçu un grand coup de pouce en décembre 1643 après avoir signé une alliance avec les Covenanters écossais. L'engagement significatif suivant fut la bataille de Marston Moor en juillet 1643, la plus grande bataille de la guerre avec plus de 45 000 hommes sur le terrain. Elle se termina par une grande victoire des forces parlementaires. Marston Moor fut le témoin des compétences d'un nouveau commandant de cavalerie en pleine ascension, Oliver Cromwell. Cette victoire et la chute de York, juste après, donnèrent au Parlement le contrôle du nord de l'Angleterre, avec seulement quelques châteaux isolés, mais néanmoins bien garnis, toujours fidèles au roi. Charles fut, malgré tout, encouragé par la fin de la rébellion en Irlande, qui libéra quelques troupes pour sa cause, mais pas d'un très grand nombre. Vint ensuite la deuxième bataille de Newbury en octobre 1644. Le résultat fut indécis alors que l'armée supérieure des Têtes Rondes aurait pu l'emporter. Cette occasion manquée conduisit à d'amères récriminations et à la décision du Parlement de réorganiser ses forces en une armée plus professionnelle, entraînée et dirigée. Le résultat fut la New Model Army. Entre-temps, des négociations eurent lieu entre les deux parties à Uxbridge au début de l'année 1645, mais elles n'aboutirent à rien de concret. La longue liste des demandes du Parlement, les propositions d'Uxbridge, fut, sans surprise, rejetée par le roi. Il se peut que les deux parties aient simplement voulu gagner du temps pour regrouper leurs armées après Newbury. La saisie de l'écritoire personnel de Charles révéla, d'ailleurs, que le monarque n'avait aucune intention de négocier la paix. Le premier test majeur de la New Model Army fut la bataille de Naseby, dans le Northamptonshire, en juin 1645, dirigée par Sir Thomas Fairfax, 1612-1671, et avec Cromwell, démontrant une fois de plus sa maîtrise tactique de cavalerie, la New Model Army remporta une victoire écrasante qui détruisit l'infanterie du roi. Le roi s'enfuit au pays de Galles, puis à l'extrême nord de l'Angleterre. Lors du siège de Bristol en 1645, les royalistes perdirent leur port principal. Quelques autres batailles, dont la victoire à la bataille de Stronghold en mars 1646, mirent fin à la première guerre civile anglaise. Cependant, la saisie de l'écritoire donc du personnel de Charles indiqua qu'il n'avait aucunement envie de négocier la paix et qu'il essayait toujours d'engager des troupes catholiques d'Irlande pour défendre sa cause. Les paroles d'Édouard Montagu, comte de Manchester, 1602-1671, semblent plus vraies que jamais. Je cite « Si nous nous battons 100 fois et que nous le battons 99 fois, il sera toujours roi. » Charles n'avait donc pas l'intention d'abandonner et c'est ainsi que commença la deuxième guerre civile. L'été 1648 vit le siège de Pembroke, la bataille de Maidstone et le siège de Colchester. Mais en août, la bonne étoile du roi s'éclipsa. Le roi avait fui vers le nord de l'Angleterre, mais il fut livré aux parlementaires en janvier 1647. Il s'échappa alors de sa réclusion et s'établit sur l'île de Wight pour continuer à diriger la guerre depuis là. Les Écossais devinrent alors ses alliés, car les Covenanters décidèrent désormais le Parlement puritain considéraient désormais le Parlement puritain comme une grande menace pour le presbytérianisme de Charles Ier. En décembre 1647, le roi avait signé le traité, connu sous le nom de Engagement, où il promettait de promouvoir l'église presbytérienne en Angleterre. Le roi espérait que les Écossais envahirent le nord de l'Angleterre et que des rébellions se produiraient dans le sud-est de l'Angleterre et au pays de Galles. Cette détermination à poursuivre la guerre lui fit perdre davantage de partisans. Le roi fut perçu comme un belliciste qui n'acceptait pas la défaite. Les soulèvements royalistes prévus furent facilement réprimés ou carrément interdits. Lors de la bataille de Preston en août 1648, the New Model Army, dirigée par Oliver Cromwell, remporta une grande victoire contre les royalistes anglo-écossais. Après Preston, Cromwell reconquit Berwick et Carlisle, puis Pontefract, même ainsi et mettant fin ainsi à cette brève seconde guerre.
Le roi fut ramené à Londres depuis l'île de Wight, jugé en janvier 1649 et reconnu coupable de trahison. Il fut exécuté le 30 janvier de la même année. Les institutions de la monarchie et la Chambre des Lords furent abolies et bien sûr l'Angleterre devint une république. Pour cette raison, les événements de 1649 sont souvent appelés la Révolution anglaise, bien que certains historiens ne soient pas d'accord encore, car les institutions intermédiaires et inférieures du gouvernement restèrent pratiquement les mêmes. Un fait crucial, cependant, est que la monarchie ne fut pas abolie en Écosse, où le fils aîné du défunt roi Charles devint Charles II d'Écosse. La guerre civile n'était pas encore tout à fait terminée. Alors que la Troisième Guerre commençait, le Parlement eut fort à faire face à la rébellion majeure des forces pro-royalistes en Irlande. À la fin de l'été 1649, Cromwell, à la tête de 12 000 hommes de la New Model Army, écrasa les rebelles avec une impitoyable rigueur. Le principal engagement suivant de cette troisième phase de guerre civile fut la bataille de Dunbar en septembre 1650. Après l'Irlande, Cromwell retourna diriger l'armée du nouveau modèle en Écosse, où Dunbar, justement de l'autre côté de la frontière, devint sa base de ravitaillement. Cromwell tenta à plusieurs reprises d'attaquer Édimbourg, sans succès, puis, alors qu'il se repliait sur Dunbar, les Écossais poursuivirent les envahisseurs. Cromwell aurait très bien pu être pris en otage et son armée risquer le désastre, mais le mauvais positionnement des troupes écossaises lui permit, une fois de plus, d'utiliser sa cavalerie lourde, supérieure, avec grand succès. Environ 3000 Écossais furent tués et peut-être 6000 faits prisonniers après la bataille. Édimbourg fut ensuite capturé la veille de Noël 1650. L'armée écossaise restante fut vaincue à la bataille de Worcester en septembre 1651. Ainsi se terminèrent les guerres civiles anglaises et Charles II s'enfuit en France. En Angleterre, Oliver Cromwell devint Lord Protecteur, chef de l'État militaire connu sous le nom de République du Commonwealth, qui dura jusqu'en 1660 et jusqu'à la restauration de la monarchie qui vit Charles enfin couronné roi d'Angleterre. L'impact des guerres civiles anglaises fut énorme et très durable. Environ 1 homme sur 4 en Angleterre et au Pays de Galles participa activement au combat. Les non-combattants durent supporter des impôts levés, la confiscation de leurs terres et de leurs biens, la destruction de leurs récoltes, le travail forcé pour construire les défenses et les maladies mortelles apportées par les soldats. Dans les zones urbaines, 1 personne sur 10 perdit sa maison. Environ 100 000 soldats moururent pendant le conflit, ainsi qu'environ 100 000 civils. Rapportés à la population de l'époque, ces décès sont supérieurs à ceux de la Première Guerre mondiale. Les ramifications politiques de l'exécution de Charles Ier, l'abolition de la monarchie et de la Chambre des Lords peuvent sembler éphémères si l'on considère que la Restauration eut lieu 9 ans seulement après la dernière bataille. Cependant, le paysage politique avait été modifié à jamais, car les luttes politiques qui précédèrent la guerre avait considérablement accru les pouvoirs du Parlement, qui restèrent les mêmes par la suite. Les lois du Parlement adoptées par Cromwell, lorsqu'il était Lord Protecteur, furent annulées, mais le roi Charles II était désormais un monarque dont le règne devait être partagé avec la Chambre des communes et la Chambre des lords. Les guerres civiles furent également une lutte religieuse. L'Église anglicane fut réformée, les évêques, les tribunaux cléricaux et le livre de prière commune furent éliminés. L'essor de la littérature imprimée incita les gens à réfléchir aux obligations et aux responsabilités de ceux qui les gouvernaient, tant sur le plan politique que religieux. Un grand nombre de groupes religieux virent le jour, dont certains donnèrent aux femmes des droits égaux de participation, vu que la guerre divisa le pays par la conscience non informée par la classe. Il régnait une atmosphère de liberté de pensée comme jamais auparavant, car la censure de l'État et de l'Église devint impossible à appliquer tant la quantité de nouveaux ouvrages imprimés par des hommes et des femmes était importante. Le Lord Protecteur imposa certes régulièrement des pratiques puritaines, plus radicales dans les églises, mais des politiques peu judicieuses comme l'interdiction de fêter Noël n'aidèrent pas à la popularité de Cromwell. Beaucoup étaient heureux de voir la monarchie revenir en 1660, car ils espéraient un retour aux anciens jours de paix et de stabilité, avant que ce terrible conflit ne déchirât les 3 royaumes.
Alors, les questions qu'on peut se poser, évidemment, c'est quelle est la principale cause de la guerre civile anglaise? Eh bien, en fait, c'est un conflit permanent entre le roi Charles Ier et le Parlement anglais au sujet du pouvoir politique, des finances et de la réforme religieuse. Si on en vient à demander qui a gagné la guerre civile, eh bien, en fait, c'est les parlementaires qui remportèrent la guerre civile anglaise contre les royalistes, puisque Charles Ier d'Angleterre fut exécuté et la monarchie abolie. Lors des guerres civiles anglaises, les armées loyales au Parlement ont combattu les armées loyales au roi Charles II d'Angleterre. Il y eut plus de 600 batailles, donc, en Angleterre, en Irlande, en Écosse, entre 642 et 651. L'expression guerre civile anglaise fait référence donc à ces trois guerres entre le Parlement anglais et la monarchie. Comme les batailles ont eu lieu en Irlande, en Écosse et en Angleterre, elle est souvent appelée et considérée aussi comme étant les guerres des trois royaumes. Les guerres civiles anglaises ont donc impliqué plus de 600 batailles et sièges, 200 000 morts, l'exécution de Charles Ier d'Angleterre, l'abolition de la monarchie, la création d'une république du Commonwealth et bien sûr une dictature militaire sur Oliver Cromwell. Alors on peut évoquer, outre les livres que je vous ai cités tout à l'heure, des livres, alors c'est que des livres anglais, voilà, qui parle évidemment des sièges des guerres civiles anglaises par John Barratt, ou encore la guerre civile anglaise de 1640 à 1649 de Martin Bennett, ou encore Nasbury 1645 qui avait été fait par Graham Turner et Martin Marix Evans. Bref, il y en a énormément, donc si vous êtes intéressé, eh bien c'est très important de les lire. Voilà, si vous pouvez lire en Angleterre. Alors, je rappelle que Mark Cartwright est un auteur, un chercheur, un historien. Il est éditeur aussi à plein temps. Il est intéressé particulièrement par l'art, l'architecture et la découverte des idées dans toutes les civilisations. Il est titulaire d'un master en philosophie politique et il est directeur aussi de publication. Son épouse, elle, parle couramment l'anglais, le français, l'italien, a 25 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation et donc elle a enseigné aussi au British Council de Milan. Voilà. Donc c'est quand même des gens qui touchent leur bille et franchement j'ai adoré retrouver ce texte parce que je l'avais lu à l'époque et je n'étais pas sûre de pouvoir le retrouver. Donc écoutez, si j'arrive à vous le mettre en copie, ce serait l'idéal. Sinon, écoutez, j'essayerai. Je pense de vous le récupérer d'ici ou là, ou sinon vous tapez Mark Cartwright, guerre civile anglaise, et vous le trouverez. Alors on passe au dernier texte, et j'espère que ça vous a plu. Alors vous voyez, c'est un podcast, j'essaie de faire des podcasts historiques pas trop longs, comme j'ai fait pour Aliénor d'Aquitaine, parce que je suis consciente que les podcasts historiques peuvent être très chiants si ça vous plaît pas. Et mon but n'est pas de vous faire un cours magistral d'histoire, hein, puisque ce n'est pas du tout, je suis pas habilitée à faire ce genre de choses, mais à vous donner des informations, à vous transmettre des dates clés, des événements qui vous donnent envie d'aller en chercher, d'en voir plus. Alors, je sais que pour Aliénor d'Aquitaine, je ne vous ai pas donné de bibliographie, etc., parce que vous tapez Aliénor d'Aquitaine, vous avez 500 millions de trucs. Je vous ai quand même dit d'aller voir le site de Cathy Bernard, etc. Là, je vous ai donné en entrée du podcast une bibliographie française, etc. Mais bon, voilà, il y a des bibliographies anglaises si ça vous intéresse. Évidemment, c'est l'histoire de l'Angleterre, donc vous prenez n'importe quel livre sur l'histoire de l'Angleterre, vous allez en trouver pléthore sur ces guerres civiles, parce que c'est leur base, voilà, de leur monarchie actuelle. De l'évolution et du fait qu'ils ont deux chambres et que vous avez un premier ministre, un roi et deux chambres qui sont là, voilà. Donc c'est très important de connaître le système politique anglais et pourquoi les Anglais sont très attachés à leur monarchie constitutionnelle. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de Michel Duchien, qui est inspecteur général honoraire des Archives de France, hein, excusez du peu. Et il avait fait un très bon papier sur justement la Révolution anglaise de Charles Ier à Cromwell, qui était, on va dire, un gros résumé qu'il avait fait à peu près à la même période que Mark Cartwright en 2002. Non, lui il a fait en 2002 et Cartwright a fait en 2022. Et en fait, c'était quand même une très bonne, on va dire, synthèse. Plus ou moins de ce que l'on peut imaginer et faire. Alors, l'introduction de son papier
dit ceci: la révolution qui, de 1640 à 1660, provoqua en Angleterre, en Écosse et en Irlande la chute de la monarchie des Stuarts et l'avènement d'une république pour aboutir à l'établissement d'une dictature et finalement à la restauration de la royauté, est l'une des plus grandes ruptures de l'histoire moderne de l'Europe. Les comparaisons avec la Révolution française, postérieure d'un siècle et demi, s'imposent à la réflexion historique, d'autant plus que le Rome de Cromwell, à bien des égards, préfigure celui de Bonaparte. Pour cette réflexion, nous nous sommes adressés donc à Michel Duchien, spécialiste de l'Angleterre et de l'Écosse du XVIIe siècle, auteur notamment, tout à l'heure je les ai cités, de la biographie de Charles Ier chez Payot en 2000 et du duc de Buckingham en 2001. Voilà ce que l'article de M. Duchien évoque. Le 13 janvier 1649, vers midi, sur un échafaud dressé devant le palais londonien de Whitehall, un bourreau masqué trancha d'un coup de hache le cou du petit-fils de Marie Stuart, Charles Ier, roi d'Écosse, d'Angleterre et d'Irlande. Selon une tradition, au soir du premier jour, le général Cromwell, vêtu de noir, serait venu contempler le corps décapité du roi et se serait retiré en murmurant « cruelle nécessité ». Mais pourquoi cette nécessité? Pourquoi en fait cette exécution unique dans l'histoire et qui devait le rester jusqu'à celle de Louis XVI, 141 ans plus tard? Il faut pour répondre à ces questions interroger la société anglaise de cette césure du XVIIe siècle, mais aussi car les personnalités individuelles jouent dans l'histoire un rôle essentiel que l'historiographie d'aujourd'hui a trop tendance à négliger, et je suis d'accord avec lui, les caractères des deux protagonistes que sont Charles Ier et Cromwell. Comme tous les autres pays d'Europe occidentale, l'Angleterre et l'Écosse, vers 1630-1640, sont agités de profonds conflits qui marquent le douloureux passage de la rigide société féodale, ou ce qu'il en reste, à la société d'échange qui caractérisa les siècles suivants. Ces conflits nombreux et souvent contradictoires éclatèrent sur deux points, la religion et la nature du pouvoir politique, l'un et l'autre étant d'ailleurs étroitement liés. Encore faut-il ne pas transposer au XVIIe siècle des notions du XXIe qui seraient anachroniques. Des mots comme liberté, ordre ou autorité n'ont pas encore le même sens qu'aujourd'hui, moins encore le sens des hiérarchies sociales. Le contexte et le contraste entre anciennes et nouvelles notions sont précisément à l'origine du drame de 1649, de ses prémices et de ses conséquences. Charles Ier, né en 1600, est en quelque sorte prédestiné à incarner dans sa personne les contradictions de son époque. Son père, Jacques Ier Stuart, 1566-1625, roi d'Écosse pendant 36 ans avant de devenir roi d'Angleterre en 1603, était le théoricien le plus convaincu du droit divin. Pour lui, l'autorité du roi découle de Dieu seul. Les sujets sont tenus à l'obéissance et toute rébellion, toute contestation même, est sacrilège puisque contrainte à l'ordre établi par Dieu. Ce qu'ils appellent dans un ouvrage au grand retentissement la vraie loi des monarchies libres. Charles Ier hérite de son père cette conception qui n'a alors rien d'extraordinaire. C'est celle de Henri IV en Espagne, celle qui va être celle de Louis XIV et d'autres souverains européens jusqu'à l'ère des Lumières. Mais à cette conception de droit divin s'opposent, avec une force croissante dans la première moitié du XVIIe siècle, deux autres principes, l'un et l'autre explosifs dans leur implication pratique. Celui du droit supérieur de Dieu, c'est-à-dire de la conscience, l'obéissance à Dieu passe avant l'obéissance au roi, et celle du droit du peuple à résister à la tyrannie, connue en Angleterre par la Grande Charte, la Magna Carta de 1215. Pour Charles Ier, roi légitime, sacré et oint de l'huile sainte lors de son couronnement, son droit divin ne fait et ne fera jamais aucun doute. En tant que protecteur et gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, titre hérité de Élisabeth Ier, 1533-1603, il ne reconnaît aucune autorité supérieure à la sienne en matière de religion. Il est profondément croyant dans le cadre de cette église anglicane qui est issue de la réforme protestante, mais conserve bien des traits par lesquels elle reste apparentée à l'église catholique. Hiérarchie des prêtres, des doyens, des chanoines, des évêques, des archevêques. Liturgie spectaculaire avec cierges, ornements brodés, calices et ciboires d'or. Et surtout, stricte discipline à laquelle veille le rigide et archevêque de Canterbury, Lord Laud.
Sur le plan politique, Charles Ier est persuadé d'agir toujours en conformité avec ses devoirs de souverain chrétien. Ses conseillers, d'abord le duc de Buckingham, son ami d'enfance, assassiné en 1628, puis l'archevêque Laud, et à partir de 1629, l'autoritaire et compétent Thomas Wentworth, devenu en 1640 comte de Stratford. Il le pousse toujours à agir fermement contre les oppositions religieuses et politiques qui se multiplient dès le début du règne. La théorie du droit divin se traduit en Angleterre par la prorogative royale, expression que l'on pourrait rendre en termes constitutionnels modernes par domaine réservé, assurant d'un monarque l'autorité entière dans les divers domaines, dont la politique étrangère, la défense nationale, et cette prérogative, Charles Ier entend l'exercer pleinement. Or, l'Angleterre connaît depuis le Moyen-Âge un système de contre-pouvoir incarné par le Parlement. Face à la prérogative royale, s'affirme le privilège du Parlement, dont les deux fleurons sont le droit exclusif de voter les impôts et la liberté d'expression pendant les sessions. Avec un souverain autoritaire comme Charles Ier, le conflit est inévitable. Dès le début du règne, en 1625, le malentendu éclate. Le Parlement entend contrôler l'utilisation des crédits votés. Le roi s'y oppose absolument. Le Parlement est dissous, les députés renvoyés chez eux. À partir de ce moment, plus une année ne passera sans conflit entre les deux concessions du pouvoir. Peu à peu, se forme une opposition organisée au gouvernement royal, dont les fiefs sont des bourgeois régulièrement élus des parlements comme John Eliot, 1592-1632, ou John Pym, 1584-1643, ou encore John Hampstead, 1595-1643. Dans l'Angleterre et l'Écosse du XVIIe siècle, le point sur lequel se cristallise le débat politique est la religion. L'autorité de l'Église anglicane, étroitement liée à celle du roi, pas d'évêque, pas de roi, disait Jacques Ier d'ailleurs, est rejetée par une obstination croissante par les calvinistes qui veulent le retour à une Église plus austère, plus pure, d'où leur nom de puritains. En Écosse, les calvinistes dominent l'Église nationale, dite presbytérienne, entièrement indépendante de celle d'Angleterre. Les puritains et les presbytériens sont les bêtes noires de William Laud et de Charles Ier, et les sanctions contre les pasteurs rebelles se multiplient. Avec une rare maladresse, l'archevêque durcit ses positions en 1630. Il impose la stricte observance du livre de prière anglican, cible principale des critiques puritaines. C'est surtout avec l'Écosse que le conflit s'envenime. Laud pousse Charles Ier à imposer aux rudes presbytériens la hiérarchie épiscopale et la liturgie anglicane. En résulte une émeute qui éclate à Édimbourg le 23 juillet 1637, puis la constitution d'une ligue ou covenant à laquelle les Écossais adhèrent en masse pour défendre leur liberté de conscience. Charles Ier réagit conformément à son caractère, il déclare le covenant illégal et se prépare à établir son autorité par la force. Ce sera la guerre des évêques qui marque le début de la Révolution en août 1640. Mais en Angleterre, dans cette Angleterre bouillonnante des années 1630-1640, anglicans et puritains ne sont pas les seuls. Les catholiques, persécutés depuis Élisabeth Ier, exclus par la loi et de la fonction publique, sont protégés par la reine Henriette Marie, sœur de Louis XIII, qui est française. Surtout, de plus en plus de croyants indépendants ne veulent obéir qu'à leur propre conscience et refusent toute autorité ecclésiastique. Les sectes multiplient qui, aux yeux de Charles Ier et de ses conseillers, mènent le pays à l'anarchie. Pour faire la guerre aux Écossais, il faut bien sûr de l'argent. Or, seul le Parlement peut voter les crédits nécessaires. Depuis 9 ans, le roi s'est arrangé pour gouverner sans Parlement. La convocation et la dissolution de l'Assemblée faisant partie de la fameuse prérogative, en ayant recours à des expédients financiers, emprunts forcés, taxes diverses, dont la légitimité est contestée par de nombreux juristes et contribuables. Dans ces conditions, le Parlement convoqué pour financer les opérations militaires en Écosse se réunit le 18 avril 1640. Elle est mornée. Il est dissous 17 jours plus tard sans que rien ne soit voté. Cependant, la campagne engagée à la fin de l'été tourne mal pour le roi. Les Écossais du Covenant entrent en Angleterre et occupent Newcastle.
Charles Ier, la mort dans l'âme, doit convoquer un nouveau parlement pour le 3 novembre 1640. Malheureusement pour lui, cette fois, il n'a plus aucun moyen de s'opposer efficacement aux députés. Les caisses du trésor sont vides, il n'a pas d'armée royale en état de combattre, le gouvernement est violemment impopulaire, l'église de Laud a de plus en plus d'adversaires dans la bourgeoisie et même dans la noblesse. Bref, le Parlement a la main haute et il s'en rend compte parfaitement. Dès le début de la session, l'Assemblée, par l'énergique personnalité de John Pym, le roi Pym, comme on dira plus tard, vote une série de mesures révolutionnaires. On dirait les États généraux de 1789. Interdiction pour le roi de rester plus de 3 ans sans convoquer un parlement. Annulation de tous les emprunts, taxes illégaux décrétés par le roi depuis 1631. Interdiction de dissoudre le parlement sans autorité des députés. C'est la loi du parlement perpétuel, dira Charles Ier. Le souverain impuissant signe toutes ces mesures. Pire que tout, il finit par consentir à la condamnation de son conseiller et ami Strangford, qui est exécuté le 12 mai 1641. En même temps, Londres s'agite, des émeutes éclatent un peu partout, des cris de mort sont poussés contre la reine. Enhardi, le Parlement vote une grande remontrance, véritable acte d'accusation contre la royauté. Laud est arrêté et emprisonné à la Tour de Londres. Toute la vieille constitution monarchique du royaume est ébranlée. Dès lors, la guerre civile est inévitable. Charles Ier sort de Londres, rallie ses partisans à Nottingham, pendant que le Parlement lève une armée. Au début, les armes favorisent plutôt le roi, qui s'installe à Oxford, et qui tente d'y maintenir un contre-parlement. Désespérant d'en venir à bout, le Parlement élu en 1640, de plus en plus dominé par les puritains, exclut une alliance avec les presbytériens d'Écosse. Après la dictature religieuse de Laud, finalement exécutée le 16 janvier 1645, s'établit celle des calvinistes. Le Parlement, jusqu'alors populaire, commence à faire figure d'oppresseur et les querelles de personnes le paralysent après la mort de Pym en décembre 1643. Alors que les chefs d'armée parlementaires suivent avec réticence l'évolution des événements, un obscur député, Oliver Cromwell, sort de l'anonymat et prend un ascendant de plus en plus marqué. Sous son impulsion, une grande réforme militaire créée en 1645, l'armée dite le nouveau modèle, où les indépendants, qui rejettent autant la dictature puritaine que l'anglicane, sont prépondérants. Ce sera l'armée des saints qui raflera la mise sous la conduite de Cromwell et à son profit. Qui est donc ce nouveau venu ? En 1645, il a 46 ans. Il est issu d'une famille honorable mais pauvre de la région de Cambridge. Il est profondément croyant, assez tolérant, mais refuse absolument l'autorité des évêques anglais, aussi bien que celle des pasteurs puritains et presbytériens. Sa relation avec Dieu est ardente mais directe. Il ne souffre pas d'intermédiaire. Il méprise les députés bavards et impuissants. Il se trouve à l'aise dans l'armée où il compte de plus en plus de partisans. Le 16 juin 1645, il écrase l'armée royale à Naseby, près de Coventry. Charles Ier se réfugie auprès des Écossais, qui le livrent au Parlement. Le 2 juin 1647, un coup de force militaire s'empare du roi, que Cromwell tient désormais en son pouvoir. À partir de ce moment, les événements se précipitent. Cromwell offre d'abord à Charles Ier de négocier, offre sincère ou simple leurre, on ne sait pas, et on verra ça un jour si ça vous intéresse, mais Charles finasse, joue double jeu, tente de s'évader et est repris, et Cromwell décide d'en finir. Pour plus de sécurité, le Parlement est épuré, 93 députés jugés trop tièdes sont chassés manu militari et une commission soigneusement choisie est constituée afin de juger le roi pour trahison. Jamais n'avait été affirmé de façon aussi éclatante le principe de la supériorité du pouvoir populaire sur le pouvoir royal. Cromwell en est parfaitement conscient, cruelle nécessité, je rappelle, car il n'éprouve pas de haine personnelle contre Charles Ier. C'est bien le roi qu'il faut éliminer en tant que roi. Quelques jours après l'exécution, une loi est votée parce que qui reste de Parlement décrète la fin de la monarchie, danger pour la liberté et la sécurité du peuple et instaure la République. Cette République, inaugurée le 19 mai 1650, ne durera pas longtemps. Cromwell, qui dispose du pouvoir effectif grâce à l'armée, se trouve bientôt aux prises avec les extrémistes politiques et religieux, ceux qu'aujourd'hui on appellerait volontiers les anarchistes, tels que les niveleurs qui veulent
établir une égalité absolue entre les hommes au nom de l'Église, de l'Évangile et refuse toute autorité. Or, Cromwell est fondamentalement un homme d'ordre. S'il a en vue le règne de Dieu, Dieu dont il est l'interprète et l'instrument privilégié, il assied son autorité en noyant dans le sang l'insurrection de l'Irlande, puis en écrasant la rébellion de l'Écosse, enfin en éliminant les niveleurs. Dès 1652, il n'a plus de rival. Il établit l'ordre en Angleterre qu'il gouverne d'une poigne de fer. Le 20 avril 1653, il se décide à faire sauter le dernier obstacle. Le Parlement est dissous par la force. En fait, on croirait, toute proportion gardée bien sûr, vivre par anticipation le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte. Alors que Bonaparte se fera proclamer premier consul, Cromwell prend le titre de Lord Protecteur de la République, en fait maître absolu. Ses ennemis le qualifient de tyran hypocrite, moquent sa manie de parler au nom de Dieu, mais tout semble lui réussir à l'intérieur comme à l'extérieur. Il engage la guerre contre la Hollande, qu'il gagne, et il s'allie à la France de Mazarin contre l'Espagne. Songe-t-il alors peut-être à devenir roi? Tout porte à le croire, il est qualifié d'altesse, s'entoure d'un faste royal. Pourtant, en mai 1657, quand un nouveau parlement lui offre la couronne, il la refuse. Est-ce de l'hypocrisie, un scrupule sincère, une simple manœuvre? Toujours est-il qu'il n'a pas le titre de roi et qu'il en a tous les pouvoirs. Toute l'Europe s'attend à ce qu'il franchisse le dernier pas, mais il meurt, inopinément, âgé de 59 ans, le 3 septembre 1658. Pour ses funérailles, il portera la couronne royale. Son fils Richard lui succédera, avant d'abdiquer quelques mois plus tard et de laisser place au fils de Charles Ier, Charles II, réfugié aux Pays-Bas. Peut alors se poser la question, tant de sang, tant de deuil, tant de ruines pour aboutir au retour du roi Stuart, la révolution aurait-elle eu lieu en vain? Pas tout à fait. Charles II ne régnera pas comme Charles Ier. Question de caractère, certes, mais aussi de contexte. Plus personne en Angleterre, même le roi, ne parlera désormais de monarchie absolue. La liberté religieuse est acquise une fois pour toutes, sauf pour les catholiques, et ce pour longtemps. Les droits du Parlement ne seront plus jamais remis en question. Tel est le legs de la Révolution de 1640, qui sera consolidée à la fin du siècle par la deuxième Révolution, celle de 1688. Et de Cromwell, que subsiste-t-il? Peu de choses en définitive, et c'est là qu'est la différence essentielle avec Napoléon. Cromwell n'a laissé ni code civil, ni institution nouvelle. Il a régné 8 ou 9 ans, établi l'ordre en Angleterre. En un sens, il a rendu possible la restauration de Charles II sur le trône. C'est beaucoup. Mais comme homme, il est à jamais une énigme. Un homme de foi, un homme de sang, un homme de pouvoir, un homme de fer, ou tout cela à la fois. Il reste en tout cas une des figures dominantes de l'Europe de son temps et une des personnalités les plus étranges que l'Angleterre ivre de religiosité du XVIIe siècle a pu créer. Voici donc la fin du podcast historique sur la révolution, les guerres civiles anglaises ou la révolution anglaise si vous voulez. J'espère que ça vous a passionné autant que moi et que vous trouverez la curiosité et l'envie peut-être d'aller plus loin. Il y a pas mal de films aussi qui ont été faits sur le sujet, des pièces de théâtre aussi, donc je vous invite à aller vous renseigner. Et si ça vous dit, écoutez, commencez vos lectures par des livres d'histoire, et je vous recommande bien sûr notre ami La Révolution anglaise 1603-1660, donc de Bernard Cotteret, qui est quand même un livre très accessible. Si vous ne connaissez pas et que vous n'êtes pas fan d'histoire, ça va être quand même assez plus facile que les livres en anglais ou alors les provinces. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le podcast du mois prochain sur l'histoire? On m'a demandé la terreur. Alors moi, vous voyez, la terreur. Alors, à chaque fois, j'ai dit que la Révolution française, c'était pas mon truc. Et on m'a dit la terreur. Alors c'est quand même peut-être la partie de la Révolution française que je connais un peu mieux. Mais je vais compulser toutes mes notes et les bouquins que je peux avoir, parce que là, il va falloir faire du travail quand même, un minimum requis par la loi. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se donne rendez-vous pour le prochain podcast, qui est le podcast sur le théâtre. Et donc je rappelle que nous lisons en octobre Richard III de William Shakespeare. Au revoir et bonne semaine. Ciao!